Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir de présenter ce webinaire organisé par le Haut Conseil breton pour le climat et d'accueillir aujourd'hui Fabrice Pernet, qui est donc spécialiste des écosystèmes océaniques en général, mais je pense que tu nous en diras plus, Fabrice, et qui est membre du réseau d'experts initié par le Haut Conseil breton pour le climat. Donc, Fabrice, je te laisse peut-être te présenter un peu plus en détail et puis rentrer dans le vif du sujet. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci Anne-Marie pour cette invitation à présenter aujourd'hui. Donc voilà, je suis Fabrice Pernet, je suis chercheur au LEMAR dans une UMR, donc une unité mixte de recherche pour la tutelle Ifremer. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les impacts des changements globaux sur les organismes marins, à l'échelle des individus principalement, et puis notamment donc j'ai travaillé sur l'impact du réchauffement climatique, sur l'impact de l'acidification des océans principalement. Et depuis quelques années, je me suis intéressé à ce qui pourrait s'apparenter à des solutions pour lutter contre ces problèmes-là liés au changement climatique. Et en particulier, est-ce que l'océan peut finalement apporter des solutions dans cette lutte contre le changement climatique, et en particulier contre l'acidification des océans? Donc c'était un petit peu ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je me suis intéressé à ces questions-là et du coup, la question que je me suis posée au départ, en tant que scientifique, en tant que citoyen engagé dans la lutte contre le changement climatique, c'est quel était finalement le potentiel de l'océan pour quelque part lutter contre ce changement climatique et cette acidification finalement qui menace les écosystèmes marins aujourd'hui. L'océan est un formidable réservoir de carbone, il est très souvent sollicité, mis en avant. On sait qu'aujourd'hui il capture un pourcentage élevé de nos émissions, j'y reviendrai. Et la question c'est de savoir est-ce que l'idée d'utiliser l'océan comme un réceptacle finalement de nos émissions de CO2 est une réalité ou finalement un mythe? Voilà, donc on va essayer de répondre ensemble à cette question. Et avant de le faire, je vais quand même revenir sur quelques concepts que vous connaissez tous, à mon avis, très très bien, à commencer par quelque part les flux de carbone. En fait, aujourd'hui, on a un problème avec le CO2. On émet du CO2 lié à la combustion des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Hein, c'est à peu près 90% de nos émissions et 10% liés au changement d'usage des sols. Ces émissions finalement de gaz à effet de serre et principalement du CO2 se retrouvent en grande partie dans l'atmosphère. Une partie est séquestrée finalement dans les végétaux, dans les sols, dans les végétaux en croissance, c'est à peu près 20% du budget. Et puis il y a une autre partie qui se retrouve dans l'océan déjà aujourd'hui, c'est à peu près 30% des émissions de CO2 atmosphériques qui se retrouvent dans l'océan. Donc jusque-là, rien de neuf. Juste, je représente ça juste pour rappeler que finalement, on a trois puits aujourd'hui de CO2, l'atmosphère, la terre, les sols, les végétaux et puis l'océan. Et en gros, finalement, aujourd'hui, on aimerait éliminer du CO2 de l'atmosphère pour qu'il soit un petit peu plus séquestré dans les végétaux en croissance et dans l'océan. Donc finalement, aujourd'hui, on a deux puits de CO2 qu'on peut mobiliser pour lutter contre le changement climatique. Le concept de neutralité carbone, il est intéressant. Globalement, la neutralité carbone, c'est quoi? C'est pas ne plus émettre de CO2, c'est simplement que tout ce qui est émis en CO2, à partir d'un certain moment, soit compensé, capturé par ces puits naturels que sont finalement les forêts et les océans. Et sur ce graphique qui vient de cette monographie, The State of Carbon Dioxide Removal de Smith 2024, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre en rose et de CO2 en bleu en fonction du temps. Et vous avez ici cette fameuse neutralité carbone qui est représentée. Et puis les surfaces sombres, marron, sont finalement les puits ici de CO2 et de gaz à effet de serre. Et ce que l'on voit, c'est que donc nos émissions sont censées diminuer jusqu'à atteindre un certain point, mais elles ne sont pas censées devenir nulles. En fait, la nullité des émissions carbone est quasi impossible à atteindre. On parle finalement d'atteindre plutôt une neutralité, c'est-à-dire une baisse des émissions de carbone nettes. Autrement dit, tout ce qui est émis est compensé par des puits, donc au départ naturels, mais on sait que pour atteindre la neutralité, et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC et vous le savez certainement, pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est ce à quoi on s'est engagé dans le cadre des accords de Paris, il faudra augmenter la capacité de ces puits naturels que sont les forêts en croissance et les océans. Il faudra augmenter leur capacité d'une manière ou d'une autre
pour atteindre cette fameuse neutralité et compenser les émissions dites résiduelles ou inabattables, enfin ces émissions finalement difficiles à éviter, impossibles à éviter, qui sont liées à certains secteurs finalement de l'industrie, très difficiles à décarboner, la production de l'acier, la production d'engrais, les quelques avions qui pourraient encore voler dans le ciel, la maintenance d'hôpitaux, par exemple. Tout cela constitue finalement ce qu'on appelle des émissions inévitables, inabattables, hein, selon le jargon qu'on emploie, et ces émissions, elles devront donc être compensées par quelque part une augmentation des puits naturels qui existent aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu ça le concept de neutralité carbone et la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qui consiste aujourd'hui à agir sur deux puits principaux. Donc, ce que le GIEC nous dit en 2023, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir en éliminer du CO2 qui est aujourd'hui dans l'atmosphère pour atteindre les accords de Paris et maintenir le réchauffement dans une fourchette de 1,5 à 2 degrés qui constitue finalement des conditions d'habitabilité de la planète, hein, globalement. Donc, il va falloir éliminer du CO2 atmosphérique, simplement, alors d'abord pour compenser les émissions qui restera dès lors qu'on aura diminué nos émissions de manière très significative. Il faudra également éliminer du carbone pour corriger un dépassement temporaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas sur les bonnes trajectoires d'émissions, qu'on continue à émettre de plus en plus année après année, à peu près 40 milliards de tonnes, gigatonnes de CO2 par an qui sont émis dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on va dépasser finalement le seuil d'émissions permis pour quelque part respecter les accords de Paris. Donc il va falloir éliminer du CO2 atmosphérique, du carbone pour corriger un dépassement temporaire de nos émissions. Et puis aussi pour restaurer des puits naturels qui sont affaiblis. Je parlais des forêts et des océans, mais il faut savoir que aujourd'hui, le puits de carbone forestier est quelque part en berne, c'est-à-dire qu'il capte de moins en moins de CO2. Je pense que vous avez eu des présentations dans le cadre du HCBC sur ce sujet-là. Donc, quelque part, les puits naturels vont moins bien faire le job qu'ils faisaient de par le passé. Et donc, quelque part, il va falloir trouver des solutions d'élimination du dioxyde de carbone pour compenser finalement ce manque à gagner dans les puits naturels. Voilà les trois raisons qui nous incitent à nous intéresser à l'élimination du carbone atmosphérique. Alors, l'élimination du carbone atmosphérique, c'est quoi? Alors, c'est ce que vous avez sur cette petite image, c'est l'élimination du CO2 de l'atmosphère, hein. Donc, le premier principe, c'est d'éliminer le CO2 de l'atmosphère. Et le second principe, c'est de le stocker durablement. Voilà, en gros, les deux principes clés de l'EDC ou élimination du carbone. Un, éliminer le CO2 atmosphérique. Et deux, le stocker durablement. Durablement, ça veut dire pour des décennies, des siècles, des milliers d'années. C'est ça durable. Durable, c'est pas pendant le printemps, par exemple. C'est pas pendant une saison ou pendant une journée. C'est vraiment sur du temps long, idéalement à l'échelle de temps dit géologique. Évidemment, l'élimination du carbone implique une intervention humaine. Donc le décès, c'est ça. En revanche, le décès, ça n'est pas ça. Ça n'est pas éliminer du CO2 atmosphérique pour ensuite de ça utiliser ce pourquoi il a été utilisé, fabriqué, pour le réémettre immédiatement après dans l'atmosphère. Sur cette image-là, vous voyez bien que le principe 1 est respecté, c'est-à-dire que on capture du CO2 atmosphérique, mais après ça, il est utilisé et immédiatement après réémis dans l'atmosphère. Ça, c'est pas de l'élimination du carbone, c'est de la capture du carbone et son utilisation, ce qu'on appelle du CCU. C'est pas de l'EDC. L'EDC, ça n'est pas non plus ça. Ce que vous voyez sur cette image, c'est globalement une usine extractrice de carbone fossile, hein, par exemple un puits de pétrole, et puis on utilise ce carburant-là, et les émissions sont immédiatement après émission recaptées et enfouies durablement dans des stockages géologiques, par exemple. Donc là, en fait, on respecte pas le principe 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élimination de carbone atmosphérique. Là, il y a juste finalement de la capture de CO2, de carbone, et du stockage. C'est ce qu'on appelle du CCS. CCU, CCS. Le DC, c'est uniquement ça. Le décès, ça n'est pas non plus ce que vous voyez là sur cette image-là. Sur cette image-là, ce que vous voyez ici, c'est du CO2 qui est capturé par une forêt en croissance, par exemple, par des végétaux. Donc là, évidemment, on élimine du CO2 atmosphérique, hein. Mais en revanche, il n'y a pas d'intervention humaine dans ce cas-là. Il n'y a pas d'intervention humaine. En revanche, si cette forêt qui capte du CO2 est issu de plantations volontaires pour capturer du CO2. Autrement dit, il y a bien une intervention humaine. Le principe 3 ici, qui est finalement le principe 2 sur ma diapo, peu importe, est respecté. Et donc ça, typiquement, oui, c'est de l'élimination de carbone.
atmosphérique, éligible d'ailleurs au crédit carbone et au marché, mais pas ça. Ça, typiquement, la nature le faisait déjà. Et donc, en fait, si je résume, l'EDC doit quelque part respecter un principe d'additionnalité, c'est-à-dire que l'action d'éliminer du carbone atmosphérique est supérieure à s'il n'y avait pas eu d'action. Donc, il faut qu'il y ait additionnalité. Et puis, il faut qu'il y ait permanence du stockage. C'est-à-dire qu'il faut que l'action humaine qui a été finalement mise en œuvre euh, ce- que les bénéfices sur l'élimination du carbone soient supérieurs à s'il n'y avait rien eu, évidemment. Et évidemment, il faut que le stockage soit mesurable et, si possible, permanent. Voilà, donc là, on a vraiment défini finalement notre problème, le CO2 dans l'atmosphère qui s'accumule, qu'il faut éliminer de plus en plus pour espérer un jour atteindre la neutralité carbone telle que, quelque part, telle que prescrit dans les accords de Paris. Et là, on a défini finalement ce que c'était que l'élimination du carbone. Alors, l'élimination du carbone, c'est un truc qui, sur le plan physique, est pas du tout évident. Parce au départ, il faut savoir que quand on consomme, quand on brûle des carburants fossiles, on libère de l'énergie. Et que le résidu, c'est en effet, entre autres, du CO2 qui se disperse dans l'atmosphère en quantité quasi infinitésimale, hein, le CO2 atmosphérique. C'est finalement un gaz qui est très très peu concentré, 420, 430 ppm aujourd'hui dans l'atmosphère, donc c'est des parties par million, c'est très très faible. Et en plus, c'est un gaz qui est quasiment inerte, autrement dit, qui a très peu d'affinité pour des charges positives ou négatives, et donc qui est très difficile à séparer du reste des molécules qui sont présentes dans l'atmosphère. Et donc, c'est un truc qui n'est pas du tout intuitif, qui requiert, en tout cas si on veut le faire de manière physique, requiert énormément d'énergie. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se dire que l'élimination du CO2 atmosphérique, c'est quasiment un truc de Shadok. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits dessins animés de l'époque, là, des années 80, où finalement on pompe, on pompe, on pompe, et puis finalement ça sert à rien et ça prend énormément d'énergie. Donc au départ, il faut savoir que sur le plan purement physique, physique de l'atmosphère, l'élimination du CO2, c'est quelque chose de, je dirais, quasiment pas, enfin, de pas naturel et qui va à l'encontre finalement des lois de la physique et qui va nécessiter par nature énormément d'énergie pour se faire ou du temps très très long si on veut le faire de manière naturelle. Alors aujourd'hui, les techniques d'élimination du carbone, en gros, il y a deux très grandes catégories si on tente de les classer. En gros, il y a celle que moi j'appelle fondée sur la biogéochimie. Donc c'est pas forcément fondée sur la nature, mais sur les cycles biogéochimiques naturels. Donc typiquement, planter des arbres, entretenir des forêts en croissance pour qu'elles capturent du CO2 atmosphérique, fondé sur la réaction de la photosynthèse qui utilise le CO2 de l'atmosphère et qui, avec l'énergie lumineuse, produit de la biomasse. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on appelle des méthodes, on va dire, fondées sur la biogéochimie, sur les grands cycles naturels, dans lesquels la capture du carbone s'inscrit. Et puis il y a des solutions plutôt techno, et là ce que vous voyez sur cette image, sur le panel de droite, c'est une usine qui fait du BECS, c'est-à-dire de la production de bioénergie et de la capture de carbone et du stockage. C'est ça que ça veut dire, BECS, hein, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Et donc là, c'est une usine, en gros, qui consomme du bois, qui le brûle, qui produit de l'énergie issue de la combustion du bois et qui récupère les fumées, les émanations de CO2, les compresse, les comprime et les stocke durablement dans des réservoirs géologiques. Ça, c'est typiquement du BECS. Et ce que vous voyez ici, carbone capture en noir, eh bien là, c'est une infrastructure, des grands ventilateurs géants qui filtrent l'air de l'atmosphère de son CO2. Donc là, pour le coup, c'est très gourmand en énergie. Et je dirais même que ce sont des infrastructures dont le bilan, quelque part, d'émissions de CO2 est négatif si et seulement si on utilise de l'énergie verte. C'est-à-dire que si ces infrastructures-là sont branchées sur des centrales électriques qui fonctionnent au charbon, au pétrole, au gaz naturel, alors le bilan, c'est une émission de CO2. Il n'y a pas de capture parce que la quantité d'énergie qui rentre dans le système est telle que ça vaut pas le coup par rapport à ce que l'on retire. Voilà, donc il faut savoir que ces systèmes finalement de filtre à l'air, on peut les appeler comme ça, c'est quelque part on filtre l'air, on enlève le CO2 de l'air de manière totalement artificielle à l'aide de systèmes de membranes et de réchauffement de ces membranes, etc. Et ce CO2 qui est capturé dans ces membranes est stocké par la suite dans des réservoirs géologiques. Ce système-là est extrêmement énergivore et requiert pour le coup le déploiement massif
d'énergie verte. Et par conséquent, ce genre d'infrastructure-là va très peu probablement se développer à l'échelle compte tenu des besoins. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà donc en gros les deux grandes catégories de stratégies d'élimination du dioxyde de carbone. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait faire, je ne veux pas rentrer complètement dans le détail de ce tableau-là, mais dire que comment est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'élimination du carbone? Eh bien de la manière suivante. Le truc le plus simple, c'est planter des arbres. Globalement, c'est de végétaliser des écosystèmes terrestres qui ne l'étaient pas. C'est quelque chose qui est simple, qui est facile, que l'on sait faire, qui est maîtrisé, qu'on fait depuis qu'on fait de l'agriculture, hein, globalement. Le problème de ça, c'est que ça peut pas se faire à l'infini, qu'il y a une compétition pour l'espace, pour les usages. Les usages, et notamment aujourd'hui, la Terre est utilisée pour nourrir l'humanité, pour l'agriculture, pour se loger. Bref, les espaces, évidemment, pour végétaliser ne sont pas infinis. On ne peut pas planter des forêts à l'infini. Et le potentiel en gigatonnes de CO2 par an de cela, eh bien, c'est à peu près 2 à 4 gigatonnes de CO2 par an qui peuvent être dédiées à la végétalisation volontaire pour la capture de CO2 atmosphérique et guère plus. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et puis, il y a d'autres choses qu'on sait beaucoup moins faire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la bioénergie avec captage et stockage de carbone, le BECS, qui produit de l'énergie, dont le potentiel, alors, partout ici sur ce tableau, j'ai mis incertain quand le potentiel il inclut la valeur nulle, la valeur zéro, autrement dit non déployable à l'échelle. Et souvent, typiquement pour le BECS, on va vous dire, ben, le potentiel, il varie entre 0 et 15 gigatonnes de CO2 par an, par exemple. Pourquoi? Parce que le niveau de maturité technologique est très très faible et que du coup, on ne sait pas évaluer très clairement, finalement, à quel point est-ce que cela est déployable et permettrait de séquestrer des gigatonnes de CO2 par an. Donc pour ça, typiquement, donc là on est sur une solution plutôt technologique, hein, évidemment, dont le potentiel de déploiement est tout à fait incertain. On parle de l'enfouissement du biochar qui augmente les rendements agricoles dont les capacités sont extrêmement limitées. L'enfouissement de matériaux alcalins qui permet une érosion, dont on favoriserait l'érosion et qui permet de capturer du CO2 atmosphérique. C'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui requiert de l'énergie pour pulvériser des minéraux en particules suffisamment fines. Le potentiel est également tout à fait incertain. C'est à l'étape aujourd'hui, en termes de maturité technologique, c'est une maturité qui est très très faible. C'est plutôt de la recherche appliquée. Aujourd'hui, c'est ça en gros que ça veut dire, hein, quand on a un TRL de 3 à 4, c'est que c'est plutôt des technologies qui sont au niveau en termes de développement, de recherche appliquée, pas du tout à l'échelle du déploiement. Et puis, ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette usine de carbone capture, ce qu'on appelle la capture directe dans l'air, le DAX. Son petit acronyme, c'est le DAX. L'avantage, c'est qu'il requiert peu d'espèces, mais il est très énergivore. Le potentiel de déploiement à l'échelle est très incertain également, puisque ça requiert énormément d'énergie verte, hein, qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est pas produite aujourd'hui. Et donc, ce genre de système-là, aujourd'hui, en termes de maturité technologique, ça reste à l'étape de développement technologique. Vous voyez bien qu'en fait, aujourd'hui, la seule chose qu'on sait faire, en gros, en termes d'élimination du carbone atmosphérique, c'est planter des arbres. C'est la seule chose qu'on sait faire. Et ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas le faire à l'infini. On ne peut pas le faire à l'infini parce qu'on n'a pas l'espace nécessaire pour le faire, et que la manière de le faire a un tel impact sur la biodiversité que c'est pas forcément souhaitable. Et c'est ce qui est écrit dans ce papier d'Alexandra Després qui a été publié par l'IDRI, je crois, en 2024. C'est que l'idée qu'on va végétaliser des écosystèmes terrestres jusqu'à plus soif, bah, finalement, c'est peut-être une très mauvaise idée, notamment en termes de gestion de la biodiversité. Ça veut dire qu'on transforme typiquement des prairies qui sont diversifiées ou des forêts primaires qui sont diversifiées en monoculture de pins et d'eucalyptus, par exemple, ce qui, du point de vue de la biodiversité, n'est pas tout à fait souhaitable. C'est peut-être souhaitable du point de vue du CO2, mais du point de vue de la biodiversité, c'est un véritable effondrement. Et surtout, il y a une fragilité dans ce genre de système-là, évidemment, vous vous en doutez bien. Euh, voilà, ça peut, face finalement, à l'augmentation des événements extrêmes hein, qui a lieu aujourd'hui, ce genre de stratégie-là est donc à considérer avec un certain nombre de précautions et de limites. Alors, quels sont-ils ces besoins en élimination du CO2 et comment est-ce qu'on peut les combler? Alors aujourd'hui, savoir qu'en 2020, on capture à peu près 2 gigatonnes de CO2 par an, de manière volontaire, principalement par des problèmes de reboisement et de reforestation, de monoculture aussi. Et c'est ça qu'on fait.
Et on n'en fait guère plus. Et on sait que pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est plus 2 gigatonnes de CO2 par an qu'il nous faut capturer, mais plutôt 7 à 9. 7 à 9 gigatonnes de CO2 par an pour atteindre la neutralité carbone, dès lors que nos émissions ont baissé suffisamment, évidemment. Si on ne baisse pas nos émissions, tout cela est même pas à l'ordre du jour, quelque part d'une certaine manière. Et donc, pour atteindre ces 7 à 9 gigatonnes de CO2 par an, la seule chose que l'on puisse faire globalement, c'est de multiplier par deux les méthodes d'élimination dites conventionnelles, à savoir, quelque part, augmenter le potentiel de capture par les végétaux en croissance, les forêts naturelles, artificielles, peu importe, et puis développer des nouvelles méthodes de capture du dioxyde de carbone atmosphérique qui n'existent pas aujourd'hui et vous l'avez bien compris en préambule, on a depuis aujourd'hui les forêts et les océans, et du coup, pour faire ça, les regards se tournent aujourd'hui vers l'océan. Et c'est la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est réaliste d'imaginer, sur la base des connaissances que l'on a aujourd'hui, que l'océan pourrait être finalement le réceptacle de toutes les émissions résiduelles qu'il va nous falloir capter à l'horizon 2050? C'est clairement la question qu'on pose. Et en fait, c'est la question qu'on pose, mais moi, je ne suis pas du tout certain que quand on a signé les accords de Paris, on avait ça en tête. C'est-à-dire que quelque part, quand on a signé les accords de Paris en 2015, on a fait le pari inconscient de ce que j'appelle l'océan réparateur, c'est-à-dire que l'océan va devenir le réceptacle de nos émissions résiduelles de CO2 en quantité, on peut le dire, astronomique, 7 à 9 gigatonnes de CO2 de plus par an capturés par l'océan, sachant qu'il en capture déjà 10 sur les 40 que l'on émet chaque année. Voilà, c'est un vrai pari. Un pari, il n'est pas forcément gagné par définition. Alors revenir un petit peu sur le principe, qu'est-ce qui se passe dans l'océan? Qu'est-ce qui fait que l'océan est un formidable réceptacle, réservoir de carbone aujourd'hui? 38 000 gigatonnes de carbone. Imaginez ce que ça peut représenter si on convertissait tout ça en CO2 équivalent. Eh bien, savoir que la pompe physique de capture du carbone océanique, elle fonctionne de cette manière-là. Le CO2 se dissout dans l'eau, forme de l'acide carbonique, puis des bicarbonates, ici, qui est de la forme dominante de carbone inorganique dissous. C'est à peu près 90% du carbone inorganique dissous qui est présent dans l'océan, qui peut se dissocier ou non en fonction du pH en carbonate et libérer des protons à chaque étape ici du cycle. Voilà, donc en fait, on dit que l'océan est un réservoir de CO2 parce qu'il le convertit dans une forme de carbone inorganique qui est extrêmement stable, qui est le bicarbonate, qui est non volatile et qui est extrêmement stable. Voilà, donc c'est ça que fait l'océan tous les jours, sans qu'on lui demande rien, sans qu'on s'en rende compte. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment la pompe physique de capture du CO2. Puis derrière ça, il y a aussi une pompe biologique qui sont les végétaux qui sont dans les océans, le plancton principalement, qui va faire un petit peu comme les végétaux sur Terre, la photosynthèse, consommer du CO2, consommer des bicarbonates, fabriquer de la matière organique, sédimenter sur le fond, et donc stocker durablement du carbone sous forme organique. Donc voilà, on a deux niveaux de pompage en fait dans l'océan, un pompage principalement physique qui permet de faire rentrer finalement le carbone sous forme inorganique, et puis derrière un pompage biologique qui va permettre une séquestration dans les grands fonds. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne le système, pour y revenir assez vite. Alors quand on a dit ça, comment est-ce qu'on peut forcer cette équation-là? C'est un petit peu la question que se posent aujourd'hui les chercheurs qui s'intéressent aux dites solutions fondées sur les océans. Alors on pourrait dire que le truc le plus simple, c'est de faire comme on fait sur Terre, c'est-à-dire de maintenir vivants des écosystèmes séquestrateurs de carbone, et typiquement ce sont ce qu'on appelle dans l'océan les écosystèmes dits de carbone bleu, qui sont des écosystèmes naturellement séquestrateurs. Ils sont de trois types, il y en a deux là sur l'écran, ils sont de trois types, typiquement les mangroves, les herbiers. Là ici on voit sur cette photo un herbier de Posidonie en Méditerranée occidentale, en France, ou les marais, les présalés. Typiquement sont des écosystèmes à carbone bleu qui ont une capacité à séquestrer de grandes quantités de carbone sur de toutes petites surfaces, donc qui sont particulièrement efficaces. Le problème de ça, c'est que les surfaces sont très très faibles. C'est que les surfaces sont réduites comme peau de chagrin suite à l'anthropisation des littoraux, partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en Europe, mais partout dans le monde. Et que donc aujourd'hui, le potentiel aujourd'hui qu'on peut imaginer d'augmentation de ce puits est finalement, somme toute, très limité. Il faudrait quasiment déconstruire des zones littorales urbanisées qui ont perdu cette fonction de séquestration du carbone, du CO2 atmosphérique. Donc il faudrait imaginer ça. Et puis surtout, le problème du carbone bleu, c'est que le stockage est extrêmement variable
selon les sites, selon l'écologie du système, extrêmement variable en fonction des saisons, en fonction des années. On ne peut pas vraiment compter dessus, autrement dit, c'est ça que ça veut dire. Extrêmement variable en fonction des aléas climatiques qui vont se produire, c'est-à-dire que la mangrove, c'est bien, mais si vous avez une canicule marine qui se produit pendant plusieurs mois, eh bien la mangrove est potentiellement détruite. C'est la même chose pour les herbiers et pour les marais aspartines que vous voyez là. Donc c'est finalement variable et incertain. Voilà ce qu'on retient du carbone bleu et le potentiel d'augmentation est somme toute extrêmement limité, malgré tous les efforts de restauration que l'on peut faire. Si on évalue aujourd'hui cet effort de restauration, poussé à son maximum, ce serait une augmentation de la surface des écosystèmes dits à carbone bleu de l'ordre de 10 à 20% à l'horizon 2030, et on ne pourrait pas aller tellement plus haut. Et sachant qu'aujourd'hui, le carbone bleu, dans le bilan des puits, c'est à peu près 0,2 gigatonnes de CO2 capturées par an. C'est somme toute assez faible hein, par rapport au total des émissions. Alors, on comprend bien que l'idée, c'est pas de compenser les émissions humaines actuelles. Mais si on garde ce chiffre en tête de 7 à 9 gigatonnes de CO2 qu'il nous faut capturer à l'horizon 2050 tous les ans, 0,2, ça représente pas grand-chose. 0,2, ça représente pas grand-chose, et pourtant, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, qu'il faut pas s'y intéresser, qu'il faut pas restaurer ces écosystèmes-là, parce qu'ils apportent de nombreux autres bénéfices, et notamment du point de vue de la biodiversité. Et c'est ce qu'on peut appeler, dans le jargon, une mesure sans regret. Autrement dit, on ne perd rien à le faire. Ce sera forcément bon, ce sera bon pour le carbone, et ce sera surtout très très bon pour la biodiversité, même si finalement, dans notre balance comment dire, puits et sources, ça contribue finalement assez peu sur une échelle absolue. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le carbone bleu. Alors on peut se dire aussi que, ben, après tout, faisons dans l'océan comme ce que l'on fait sur Terre, c'est-à-dire on plante des arbres sur Terre, et bien végétalisons l'océan à l'échelle. Imaginons des grandes parcelles dédiées à la culture des algues que l'on enfouirait dans les grands fonds marins, c'est-à-dire que quelque part on accélère cette pompe biologique de CO2 que j'ai décrite tout à l'heure, on l'accélère en mettant des algues là où il n'y en a pas, en fabriquant de la matière organique à partir du CO2 qui est présent dans l'eau de mer. Et puis ces algues, on les enfouit dans les grands fonds, comme le phytoplancton qui sédimente, par exemple. Alors là aussi, finalement, quand on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, il y a un certain nombre d'exercices de modélisation qui ont été faits sur ce sujet-là. Euh, eh bien, finalement, le potentiel est assez limité. On considère aujourd'hui que l'algoculture déployée à l'échelle nous permettrait de capturer à peu près 0,6 à 1 gigatonne de CO2 par an maximum, et que ça représenterait 20% de la surface océanique dédiée. Donc imaginez l'espace que ça représente. Donc c'est énorme pour finalement un montant, somme toute, assez faible. Et puis, euh, et puis surtout, finalement, la question qui va se poser, c'est la question de l'additionnalité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, l'additionnalité, autrement dit, s'assurer que l'action humaine d'élimination du carbone est effectivement supérieure à s'il n'y avait pas eu d'action. Alors dans le domaine marin, c'est très difficile de prouver l'additionnalité, j'y reviendrai à la fin, mais surtout, en fait, il est tout à fait possible que les algues que l'on ajoute entrent en compétition avec avec le phytoplancton qui est là naturellement, qui faisait le travail tout seul sans qu'on lui demande, rentrent en compétition pour les nutriments, notamment l'azote et le phosphore, qui est quand même assez limitant en haute mer, et que de mettre des algues finalement n'arrange rien, qu'on n'augmente rien, et que finalement on ait remplacé un puits naturel de CO2 qui était le phytoplancton qui était là par un puits artificiel qui sont des algues et qui au passage vont demander un effort humain, des infrastructures, des allers-retours de bateaux qui marchent jusqu'à preuve du contraire au pétrole sur site, des ancrages, des cordes, etc. et qui du point de vue finalement du cycle de vie soient pas du tout rentables. Voilà, donc quand on met tout ça bout à bout, on se dit que, bon, l'algoculture à l'échelle et l'enfouissement dans les grands fonds dont on ne connaît pas les impacts au passage, un ajout massif de matière organique dans les grands fonds marins à des profondeurs supérieures à 1000 mètres, pour pas que ça remonte en fait à la surface, dans l'atmosphère rapidement, eh bien ça, on n'en connaît pas les impacts, hein, et donc présente un certain nombre de risques. Donc finalement, on voit bien que ce qui pourrait être une bonne idée au départ, on se dit quelque part de cultiver des algues dans l'océan, c'est une belle idée. En plus, ça apporte de la biodiversité, les poissons sont contents, ça crée des espèces de récifs artificiels, etc. Eh bien, comme tout, lorsqu'on le déploie à l'échelle, ça pose un certain nombre de questions. Et pour moi, la question la plus importante, c'est celle de l'additionnalité, c'est-à-dire il n'est même pas certain qu'il y ait un gain, en fait, parce qu'il y a déjà euh, des pompes biologiques de CO2 qui fonctionnent naturellement, fondées sur le phytoplancton, dont la dynamique
dépend des nutriments qui sont présents dans l'eau, et notamment l'azote, le phosphore, les éléments traces comme le fer, qui sont limitants, et que finalement le fait d'ajouter des algues ne fait jamais que, quelque part, transformer un puits de carbone naturel en un puits de carbone artificiel opéré par l'humain, et qu'il n'y ait pas d'additionnalité. Donc je dirais que le défi majeur sur l'algoculture, il est là, et donc les questions de recherche, ça se pose aujourd'hui en ces termes. Donc on voit bien là aussi qu'on est loin du déploiement. Et puis, la troisième option majeure, hein, qui est scrutée à la loupe par les scientifiques aujourd'hui, c'est l'alcalinisation des océans, donc l'ajout d'alcalinité dans l'océan qui permet d'augmenter la capture de CO2. Je vais expliquer un petit peu le principe. Et cette option-là, aujourd'hui, elle attire beaucoup les regards, elle suscite beaucoup d'attention dans la communauté scientifique, qui travaille notamment sur l'acidification des océans pendant des décennies, qui s'intéresse de plus en plus à l'impact de l'alcalinisation, parce que l'alcalinisation est vue comme une solution potentiellement déployable à l'échelle. Contrairement aux deux autres que je viens de vous présenter, l'alcalinisation en théorie, c'est quelque chose qui pourrait en effet être dans les clous en termes de compensation de nos émissions résiduelles. Le potentiel de l'alcanisation aujourd'hui, on l'évalue entre 3 et 30 gigatonnes de CO2 par an qui pourraient être capturées si on augmentait l'alcalinité des océans de l'ordre de quelques centaines de micromoles par kilo. Et là, je vais expliquer du coup un petit peu plus en détail cette technique-là, parce que c'est celle qui aujourd'hui suscite hein, le plus d'attention chez les scientifiques. Donc je reviens sur l'équation qui fait que l'océan capture du CO2 en quantité importante. Le CO2 à l'atmosphère, à l'interface, se dissout dans l'eau et produit du bicarbonate et du carbonate, hein, ça on l'a bien compris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ajoute, quand on augmente l'alcalinité de l'eau de mer, autrement dit, on augmente la capacité de l'eau de mer à neutraliser les acides, eh bien, elle va transformer de plus en plus, en fait, en quelque part, on décale la réaction de cette équation vers la droite. On favorise finalement la séquestration du CO2, la fabrication de bicarbonate et de carbonate. C'est ça qu'on fait quand on augmente l'alcalinité de l'océan. Et donc, quelque part, on augmente le potentiel puits de CO2 et la capacité de l'océan à pomper physiquement du CO2. Cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Cette idée-là, elle date de 1995. Elle avait été introduite dans la littérature scientifique pour la première fois par ce personnage-là qui était directeur scientifique chez ExxonMobil. C'est-à-dire que les pétroliers ont vu venir depuis un certain temps déjà qu'on allait intervenir sur le climat et sur l'océan pour compenser nos émissions. Il y avait déjà en tête l'idée qu'on pourrait augmenter l'alcalinité océanique de manière artificielle pour augmenter le puits de CO2. Voilà, donc c'est pas une idée ancienne, mais là elle réémerge très fortement dans la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la revue, comment dire, la bibliographie sur l'alcalinité des océans, 95, le premier papier de Keshgi qui est ici, quelques papiers de temps en temps, année après année, et puis maintenant c'est des centaines, des milliers de papiers tous les ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Globalement, c'est à peu près ça. Alors, comment ça marche l'ajout d'alcalinité? Pratiquement. Pratiquement, c'est quoi? Comment on fait ça? Comment on augmente l'alcalinité des océans? Eh bien, en ajoutant des roches alcalines. Les roches alcalines, c'est quoi? C'est des roches silicatées, des roches carbonatées, typiquement comme de l'olivine, ici en vert, comme du calcaire, ici en gris, dont on voit les formules moléculaires ici. Donc, en gros, l'ajout d'alcalinité par l'ajout de minéraux, c'est de la mine. En gros, on casse, on mine, on pulvérise, on transporte, on disperse, on espère que ça se dissout. Et là, je prends des précautions. On espère que ça se dissout et qu'en se dissolvant, l'alcalinité augmente et qu'on augmente par la suite, du coup, le puits de CO2 à l'interface océan-atmosphère, qu'on augmente le flux de CO2 de l'atmosphère dans l'océan. Concrètement, l'ajout d'alcalinité par l'ajout de minéraux, c'est ça. Là, c'est de l'ajout d'alcalinité. Autrement dit, c'est une altération accélérée des roches silicatées carbonatées qui permet d'augmenter l'alcalinité et les flux de CO2 de l'atmosphère dans l'eau. Et ça, le potentiel, comme je le disais tout à l'heure, il est potentiellement énorme. Il y a des manips qui se font un peu partout dans le monde à l'échelle pilote là-dessus. La photo que vous aviez du bateau avec le flume rouge, le panache rouge, c'était exactement ça. C'était de l'ajout d'hydroxyde de sodium pur au large de Woods Hole. Et sinon, il y a d'autres techniques qui consistent plutôt par voie technologique, électrochimique, à éliminer l'acide qui est dans l'eau de mer. Et donc là, en gros, c'est une réaction simple de chloralkali où l'eau, qui est riche en sel, avec beaucoup d'énergie, permet de produire de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium ici. Hydroxyde de sodium qui, remis dans l'eau de mer,
va consommer du CO2 et fabriquer du bicarbonate. Donc là, clairement, c'est une usine à gaz. En gros, on met des petites usines un petit peu partout sur le littoral qui vont faire de l'électrochimie selon ce processus simple de chloralcali qu'on connaît, je crois, depuis à peu près un siècle. Et puis, on sépare la partie basique de la partie acide de l'eau. L'acide, on en fait quelque chose, on ne sait pas quoi, mais des applications industrielles, par exemple, fabriquer du PVC. Et puis, la partie hydroxyde de sodium, on la relargue dans la mer et elle consomme du CO2. Voilà les deux méthodes fondées sur l'alcalinisation. Dans un cas, il y a un ajout d'alcalinité et dans l'autre cas, on élimine un acide. Et ça revient globalement au même en théorie. Alors en revanche, donc nous au LEMAR, on a commencé à s'intéresser à ça au labo. Comme on a travaillé longtemps sur l'acidification des océans, on connaît bien la chimie des carbonates, on s'est intéressé pendant de nombreuses années à comment est-ce que l'acidification altère la chimie des carbonates et par conséquent la physiologie des organismes marins et leurs réponses en termes de succès évolutif, en termes de fitness, comme on dit en biologie. Eh bien, on s'est dit, on va faire le même genre de manip sur l'ajout d'alcalinité. Alors, l'ajout d'alcalinité, il faut savoir que du coup, comme l'acidification, ça altère la chimie des carbonates. Vous l'avez vu, la concentration en bicarbonate, en carbonate, ça altère le pH, ça l'augmente, en fait. Alors que l'acidification diminue le pH, l'alcalinisation augmente le pH. La pression partielle de CO2, la pression partielle de CO2, quand on ajoute de l'alcalinité, eh bien, sur le temps court, elle diminue, et puis elle va réaugmenter après équilibrage avec l'atmosphère. Le DIC, la concentration en carbone inorganique dissous, les taux de saturation en carbonate, c'est les oméga ici. Donc toute la chimie des carbonates, en fait, est très perturbée dès lors qu'on ajoute de l'alcalinité dans le système, et c'est au moins ces 6 paramètres-là qui sont à l'écran, qui sont altérés, avec des impacts potentiels sur la physiologie. D'autre part, quand on ajoute des roches calcaires ou des roches silicatées, eh bien on ajoute des ions, on ajoute du calcium dans le cas des roches calcaires, de la silice dans le cas des roches silicatées, du magnésium quand on ajoute de l'olivine. J'avais mentionné l'olivine comme étant un minéral d'intérêt pour les opérations d'alcanisation. On ajoute du sel. Et puis dans les roches terrestres qu'on pulvérise et qu'on transporte et qu'on disperse, on a également de quantité de métaux traces comme du fer, du nickel, du cobalt, du chrome, etc., qui sont potentiellement toxiques pour les organismes marins. Un organisme marin n'a quasiment, par exemple, jamais vu de nickel de sa vie, donc il n'y a aucune raison qu'il ait mis en place des mécanismes de détoxification contre le nickel. Or, l'olivine contient beaucoup de nickel, et de ce point de vue-là, la dissolution d'olivine dans le milieu marin pour augmenter l'alcalinité est vue comme potentiellement très toxique et très dangereuse. Voilà, donc il faut savoir ça, et que si on déploie aujourd'hui, demain, des gigatonnes d'olivine dans l'océan, potentiellement on se heurte à un risque écotoxicologique majeur. Donc les risques, en fait, ils sont là pour les organismes marins. C'est du stress physiologique, un risque lié à l'osmorégulation parce que les concentrations ioniques changent et à la toxicité. Alors on a évalué un petit peu ce qu'il y avait dans la littérature sur ces questions. Comme je vous disais, c'est un domaine de recherche complètement nouveau qui est pressurisé aujourd'hui par le fait qu'il y a urgence climatique, il y a urgence à imaginer qu'on va compenser nos émissions aux résiduelles, voire nos émissions totales, hein. C'est ce que les industriels ont globalement en tête aujourd'hui. Et donc, on observe une recrudescence d'études d'impact sur ces techniques, et notamment sur l'ajout d'alcalinité, qui est probablement la plus prometteuse sur le plan théorique, vous l'avez compris. Donc là, on voit le nombre d'études qui commencent à être publiées. Là, dans cette revue de littérature, on s'arrête en septembre 2025. Depuis, il y a une quinzaine de plus, hein, globalement, pour vous la faire courte. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les études portent sur les algues, les poissons, des invertébrés, des mollusques, des crustacés, des planctons. La grande majorité des études voient des effets. C'est-à-dire que l'augmentation d'alcalinité a des effets sur les variables réponses. Avoir des effets, c'est pas forcément dramatique. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des effets. Une trentaine d'études aujourd'hui, c'est pas du tout assez pour se prononcer quant à l'innocuité d'une technologie de rémédiation au changement climatique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire si typiquement l'ajout d'alcalinité, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, s'il faut un moratoire sur la base des effets biologiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la grande majorité des études conduites à ce jour observent des effets significatifs de l'ajout d'alcalinité. Ça peut être des changements de communauté phytoplanctonique. Par exemple, l'ajout de roches silicatées favorise l'émergence de diatomées au détriment d'autres types euh, de phytoplancton, puisque les diatomées aiment la silice et qu'on ajoute de la silice dans le système. L'ajout d'alcalinité par l'ajout d'olivine ajoute du fer et quelque part crée de l'ensemencement en fer, fertilise les océans par le fer et peut favoriser la production primaire. Voilà le genre d'effet qu'on peut observer. En revanche, l'ajout d'alcalinité par l'ajout d'olivine peut nuire au développement de certains invertébrés marins. Nous, c'est ce qu'on observait chez les huîtres, par exemple. On observait que
L'ajout d'alcalinité par la dissolution d'olivine avait un impact très négatif sur le développement embryolaire des huîtres creuses qui sont ici à l'écran, ces petites larves là. Et ce que l'on observe, c'est que quand on ajoute de l'olivine dans le système, eh bien, elle ne se développe plus du tout normalement. Et que donc c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. En tout cas, tout de suite, il faut l'étudier.